Madame la ministre, visiblement le monde multilatéral est en désordre. Nous l'avons vu récemment aux Nations Unies. Le président américain dit « Amérique, Amérique, Amérique ». Les Russes disent « Russie, Russie, Russie ». Les Chinois aussi. Et tout le monde se tourne désormais vers l'Europe. Et en Europe, vers l'Allemagne. Comment l'Allemagne peut-elle, devrait-elle, assumer un plus grand rôle international ? Il y a 2 ou 3 ans, tous les membres du gouvernement fédéral ont clairement dit qu'il était temps que l'Allemagne assume un plus grand rôle et le fasse dans de larges proportions. Quand je dis assumer un rôle plus grand, je ne veux pas seulement dire être un pays économiquement fort, un pays politiquement influent, mais je veux dire aussi que notre pays doit se préparer à prendre des responsabilités dans des domaines où l'on n'est pas félicité pour ses actions, où il y a des crises et des conflits. Ensuite, il y a différentes compétences qui doivent être développées, dans la diplomatie, dans la coopération en matière de développement, mais aussi dans le militaire. Et nous sommes à mi-parcours. C'est un processus de mue, une démarche de changement pour l'Allemagne, mais je crois qu'après 25 ans de réunification, c'est le bon moment. Vous parlez de mue, je trouve ce terme très juste. Il y a beaucoup de couches de peau à enlever en Allemagne, parce qu'après 1945, le mot d'ordre était « plus jamais la guerre ». Nous agissons en matière d'économie, nous faisons la paix, nous construisons des hôpitaux. Mais le plus lourd, à savoir cette politique de défense ou de sécurité, c'est mieux si les autres le font. Et c'est ce que nous avons laissé aux Américains, et un tout petit peu aux Anglais et aux Français. Oui, je connais cet argument qui avait souvent été utilisé dans le passé et s'est longtemps avéré correct. À cause de notre histoire, nous restons en retrait. Mais dans la situation dans laquelle se trouve l'Allemagne, au centre de l'Europe, nous devons plutôt dire aujourd'hui, à cause de notre histoire, nous devons aussi nous impliquer dans le monde globalisé et défendre nos valeurs communes. Un exemple, il y a 3 ans, il y a eu la prise de Mossoul par Daesh et la tentative de génocide des Yézidis. L'Allemagne a agi en fonction de son histoire. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous étions prêts à envoyer des armes dans une zone de guerre, à entraîner et à équiper les Peshmerga pour qu'ils puissent défendre les Yézidis et leur patrie. C'est un exemple d'une approche plus large que nous devons et pouvons adopter. Ce n'est pas toujours simple, c'est parfois chaotique, c'est parfois 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais la direction, elle, est bonne. Oui, j'aimerais poursuivre sur ce sujet. Prenons l'exemple de la France. Les Français disent « nous envoyons des forces de sécurité ». Nous envoyons également des spécialistes, par exemple pour aider les Kurdes. L'Allemagne, elle, envoie des armes. Oui, elles sont parfois nécessaires, comme nous l'avons vu en Yougoslavie. L'Allemagne fait sa part, même si elle a encore du mal en matière d'aide humanitaire ou d'intervention pour sauver des gens. Pourquoi ? Ou plutôt, comment progresser dans ce domaine en Allemagne ? Le fait que ce ne soit pas évident pour nous est une chose importante et positive. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre et mon expérience des dernières années montre aussi que pas à pas, nous devons accepter cette responsabilité avec une intensité croissante. Ce n'est pas une démarche où il suffit de tirer sur un levier pour que tout change. Au contraire, elle est toujours liée à de profonds arguments, à d'intenses discussions. Toutefois, c'est une bonne chose car l'enjeu est de taille et c'est une grande responsabilité à endosser. Mais j'aurais un point à souligner. Lorsque nous nous engageons, la présence de l'Allemagne est gage de fiabilité et de durabilité. D'après mon expérience, cela n'a pas de sens d'agir à court terme, même avec une force militaire, et de se retirer rapidement. Il est sage de donner aux forces locales la capacité de défendre leur patrie ou de combattre le terrorisme et d'y rester longtemps en ayant ce qu'on appelle une approche de réseau. Puis, pendant de nombreuses années, d'apporter une aide à la reconstruction et à la réconciliation. Mais cela n'a-t-il pas un peu échoué en Afghanistan ? Pas seulement l'intervention de l'Allemagne, ce n'est pas ce que je veux dire, mais en général. La tentative de construire quelque chose en Afghanistan ne semble pas avoir fonctionné. L'Afghanistan illustre parfaitement le fait que les délais d'intervention dont on parle sont longs.
On peut se demander si en Afghanistan, la population locale et les forces de sécurité ont été suffisamment impliquées dès le début. On peut en débattre. Aujourd'hui, je vois qu'à travers ce processus laborieux qui dure depuis des années, nous permettons progressivement au gouvernement afghan et aux forces de sécurité, qui sont mises en place de manière très différente, de combattre les talibans d'une part et de trouver une solution commune avec ceux qui sont prêts à discuter d'autre part. C'est un long chemin que nous devons toujours expliquer à nos populations. Lorsque des guerres aussi terribles ont lieu, comme en Afghanistan ou en Syrie, et que des générations entières en sont profondément marquées, il faut encore une génération entière pour mener à son terme le processus de guérison. Mais n'est-ce pas un échec commun en Syrie ? Cette guerre civile fait rage depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu y prêter attention. Et puis quand Daesh est apparu, dans le cadre de la coalition contre le terrorisme, nous avons combattu Daesh. Parce qu'en fait, Daesh avait agi ici en Europe. Également parce qu'il avait agi ici. Mais nous avons commencé à nous impliquer en Irak. J'ai évoqué la situation avec les Yézidis. Daesh a occupé 2/3 du territoire irakien. Nous avons fait beaucoup de choses sur place. Aujourd'hui, Daesh est battu militairement en Irak. Mais la communauté internationale doit encore contribuer à stabiliser durablement la situation. En Syrie, on sentait très clairement que le vide laissé par les Américains était comblé par la Russie et que l'Europe était absente. C'est aussi une leçon amère pour l'Europe, les problèmes qui sont apparus là-bas, la guerre civile qui a fait rage. Si on ne s'en occupe pas immédiatement, tout cela arrive directement à nos portes. À cet égard, en Syrie, cette situation n'a pas suffi à convaincre la Russie de combattre Daesh ensemble. Mais pour l'avenir de la Syrie, je vois aussi que la Russie est consciente, avec Bachar el-Assad, que l'on aura besoin de nous, Américains, Européens, pour reconstruire ce pays. Cela signifie qu'il y a aussi une chance pour nous de dire que cette reconstruction ne pourra pas se faire sans une solution politique en Syrie qui permette aux personnes qui ont fui l'opposition d'Assad de pouvoir retourner sur place et d'y avoir un espace pour vivre. En parlant de Syrie, vous avez lancé ces dernières semaines, je ne dirais pas une initiative, mais une pensée remarquable. Vous avez dit que si Assad venait à nouveau à utiliser des armes chimiques dans les combats, l'Allemagne ne pourrait rester à l'écart ou simplement laisser la France ou les États-Unis s'en occuper. C'est quelque chose que beaucoup de membres de votre parti, mais aussi des sociodémocrates, n'ont pas apprécié. Au moment d'agir, il semble que beaucoup de gens disent « oui, les autres devraient intervenir ». Maintenant, ils disent que les Français devraient intervenir. C'est pour cela que cette discussion est si importante pour nous. C'est le processus de mue qui est en cours depuis des années. Ce que je demande, c'est que l'on reconnaisse que les armes chimiques sont une horreur absolue et à ce titre proscrites depuis des décennies. Et que nous, la communauté internationale, si nous voulons agir avec sérieux, nous devons faire respecter cette interdiction et protéger les peuples. L'Allemagne, pour sa part, doit s'abstenir de dire dès le début qu'elle ne participera pas à cette démarche. En faisant ça, quel message désastreux envoyons-nous à Bachar el-Assad? Nous disons que quoi qu'il fasse, nous ne nous impliquerons pas. C'est pour cela que je demande que nous trouvions un espace de discussion, parce que nous ne savons toujours pas ce qui va se passer. Je demande que nous le disions clairement, de manière préventive. Nous gardons toutes les options sur la table afin que la communauté internationale prenne au sérieux l'interdiction des armes chimiques et la fasse respecter. Changeons désormais de sujet et parlons de l'architecture de la sécurité de l'OTAN. Les Américains, je ne dis pas qu'ils quittent l'OTAN, mais ils prennent de moins en moins de responsabilités. Cela signifie-t-il que l'Europe va jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN et que l'on parlera alors d'une défense européenne? Peut-on considérer qu'un jour il y aura une armée européenne? Je suis fermement convaincue que nous aurons toujours besoin de l'OTAN pour notre défense collective. L'article 5, ce sera toujours l'OTAN.
C'est pour cela qu'il est important que cette alliance reste transatlantique. Et ce, malgré les difficultés qu'il y a en ce moment? Oui, nous devons discuter de ces difficultés de manière approfondie, mais aussi supporter ces discussions. Je sais qu'ensemble, nous nous appuyons sur un fondement de valeurs qui est solide, mais le président américain est comme il est. Et ces discussions qui visent à savoir comment nous exprimons nos valeurs, ce que nous avons en commun et ce que nous devons défendre, nous devons les mener de manière très active. En tout cas, nous devons devenir plus européens, parce que je vois de nombreux domaines où l'OTAN n'est pas sollicitée, par exemple concernant l'Afrique, et à ce sujet, l'Union européenne est très sollicitée. Étant donné que l'OTAN existe depuis des décennies, nous n'avons pas construit les structures de défense qui permettraient à une Union européenne de la défense de mériter cette appellation. Depuis 1 an et demi, nous nous attaquons à cela et nous avons fait un énorme pas en avant. Les structures qui étaient en sommeil depuis longtemps dans le traité de Lisbonne, aujourd'hui, nous les avons créées. Ce qui veut dire que nous avons un cadre juridique pour l'Union européenne de la défense. Nous avons une procédure de planification commune pour pouvoir avoir une instance qui dise quand nous, en tant qu'Européens, nous engageons nos forces armées. Le président français veut agir dans la formation militaire, qu'il y ait une formation européenne ou au moins franco-allemande pour, disons, encourager une culture militaire commune. Donc le fait d'agir en tant que couple franco-allemand est essentiel et justifié. Sans les Français, nous n'aurions pas eu la capacité de lancer l'Union européenne de la défense, qui aujourd'hui fait de très grands progrès. Et une culture stratégique commune, cela signifie que nous nous asseyons ensemble autour d'une table pour analyser en permanence différentes situations, exactement comme nous l'avons fait pour la Syrie et l'Irak, mais aussi au sujet de l'Afrique, et pour évaluer ce qui pourrait se présenter, et examiner ensemble très tôt ce que nous pouvons faire et quels sont les outils à notre disposition. Mais avec le Brexit, n'est-ce pas encore plus difficile d'avoir une défense commune sans les Britanniques? Ou comment est-elle censée être mise en œuvre en supposant que le Brexit soit effectivement réalisé? Vu que nous n'avions pratiquement rien dans le passé en termes de défense au sein de l'Union européenne, nous n'avons besoin de procéder à aucune séparation du fait du Brexit. La rupture était plus amère dans le passé. Nous bâtissons l'Union européenne de la défense en partant de zéro. Au sein de l'OTAN, nous sommes proches des Britanniques, nous travaillons ensemble et nos amis britanniques ont pris une position très claire en disant « Il est tout à fait possible que nous participions à de prochaines missions européennes parce que c'est aussi dans notre intérêt. » Pour nous, les Européens, il est essentiel d'harmoniser nos forces qui sont très fragmentées pour que nous ayons ensemble ce que l'on appelle une interopérabilité, pour être en mesure d'intervenir rapidement. Nous en sommes capables aujourd'hui. Mais vous me posiez la question d'une armée européenne. Selon moi, nous pouvons dire que nous formons une armée d'Européens. C'est ce qui correspond à la situation actuelle. En d'autres termes, nous sommes tellement liés que nous pouvons mener des actions immédiates. Un exemple, les Néerlandais ont placé le dernier bataillon de chars qu'ils avaient en Allemagne sous notre contrôle. Il intègre les troupes d'artillerie allemandes et nous avons aussi intégré des structures de notre marine à celles des Pays-Bas. Nous sommes différents et nous le serons toujours, mais nous nous rapprochons tellement dans cette partie de nos forces armées que nous pouvons travailler étroitement ensemble et examiner les problèmes dans le monde que nous avons intérêt à résoudre ensemble. Évoquons le Mali pour finir. Au départ, c'est toujours un peu la même histoire. Il a été décidé qu'une intervention devait être menée. Les Français y sont allés, les Allemands ont construit des hôpitaux. Maintenant, les choses sont un peu différentes. Pourquoi ne peut-on pas voir la brigade franco-allemande intervenir dans ce genre d'opération? C'est pourtant pour cela que cette brigade a été formée et s'est entraînée, non? Oui, vous avez raison. La bonne nouvelle, c'est que la brigade franco-allemande se rend à la fin de l'automne au Mali et dirige une mission d'entraînement européenne. Donc on fait appel à cette brigade. Et nous devons aussi nous améliorer dans ces activités communes. Cela signifie aussi que quand les deux pays sont assis à la même table, qui ne sont pas d'accord à 100%, en tenant compte des spécificités de l'un et de l'autre, nous devons travailler ensemble pour analyser, décider, puis agir.
Dernière question. Êtes-vous optimiste quant à nos capacités d'atteindre dans un avenir proche nos objectifs en termes de sécurité, de défense commune et de structures de défense et de les mettre en place plus rapidement? Je suis très optimiste parce que j'ai vu ce que nous avons fait depuis 1 an et demi. Alors qu'autour de nous, en Europe, il y a de nombreux problèmes et de la division, c'est le domaine où nous avons réalisé le plus de progrès. Et nous l'avons fait tous ensemble parce que nous sentons bien que nous, les Européens, nous devons nous attaquer ensemble aux problèmes qui se présentent à notre porte et que personne ne nous aidera à le faire désormais. Nous avons fait des progrès immenses. Et puisque nous avons cherché le consensus et que nous sommes allés très vite, cela n'a pas suscité tant de réactions. Mais nous avons beaucoup avancé et nous devons continuer dans cette voie. Madame la ministre, merci beaucoup pour cette interview. C'était la 3e édition d'Uncut. Cet épisode était consacré à l'Allemagne et à la future architecture de la sécurité en Europe. Nous étions avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, et avec l'actuelle ministre allemande de la Défense, Madame von der Leyen. Merci beaucoup.